Olivier Alexandre, bonjour. Avant de commencer notre entretien, est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, je suis sociologue, je suis chargé de recherche au CNRS, je suis spécialiste des sujets de culture et de numérique, de nouvelles technologies, même si ces deux termes ne veulent pas dire grand-chose en soi, et donc c'est une partie de mon travail d'expliquer pourquoi. Alors cette année, donc en 2023, vous avez publié au Seuil La Tech quand la Silicon Valley refait le monde. Alors cette Silicon Valley, on en entend parler presque ad nauseam. Alors ce qui m'étonne en tant que géographe, c'est finalement comment cette vallée californienne est devenue l'épicentre à la fois des nouvelles technologies, de l'innovation, mais aussi de l'économie mondiale. Est-ce que vous pourriez revenir brièvement sur son histoire et sur la manière dont elle est devenue cette espèce de cœur battant de la planète technologique et économique globale? Oui, mais ce qui est intéressant avec la Silicon Valley, c'est qu'on a l'impression qu'on a un univers qui est très rapide, évolutif, qui est toujours dans une logique de rupture, de disruption, c'est le terme, et du coup qu'on a affaire à un territoire un peu sans mémoire, ce qui est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que c'est un territoire relativement amnésique, c'est-à-dire que les gens entrent et sortent, ce qui fait qu'il y a assez peu de mémoire collective, à part sur certaines catégories de professionnels, comme les investisseurs qui peuvent être là sur une, deux, trois générations, mais sinon les nouveaux entrepreneurs ou le stéréotype de l'entrepreneur, c'est plutôt des jeunes personnes qui arrivent dans la Silicon Valley et non pas qui y naissent. Et le paradoxe, c'est que c'est un territoire qui a plutôt une longue histoire, hein. C'est-à-dire que le visage de la Silicon Valley, c'est plutôt un visage juvénile de jeunes garçons, alors c'est plutôt une vieille dame qui a plus de 100 ans, la Silicon Valley. Alors bon, il y a des controverses historiques sur savoir c'est quoi le départ. En fait, il y a plusieurs personnalités qui ont compté dans l'histoire de la Silicon Valley. Mais bon, faire un récit de la Silicon Valley à partir de ces personnalités, c'est en soi participer de la mythologie de la Silicon Valley parce que c'est un territoire qu'on aime bien mettre en avant des grands personnages de Leland Stanford, qui est le fondateur de l'université de Stanford et qui avait fait sa fortune dans les chemins de fer au 19e siècle. Jusqu'à Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est que au-delà de ces personnages ou personnalités, il y a quand même des propriétés assez communes, c'est-à-dire que c'est souvent des hommes blancs qui viennent d'un autre État des États-Unis et parfois d'un autre État tout court, bien souvent. Hein. Aujourd'hui, la Silicon Valley, c'est la moitié de travailleurs étrangers qui sont nés dans un autre pays et on retrouve cette diversité à quel que soit le niveau de hiérarchie au sein de l'entreprise. Et puis, sont souvent des hommes, sont souvent des profils extrêmement techniques qui ont réussi à développer d'une certaine façon les technologies comme une politique par d'autres moyens. Avec comme ça des missions, des valeurs, des discours extrêmement politiques, alors même que elles se glissent sous des formats quasiment neutres et objectifs, ceux de la technologie ou ceux des outils très très ordinaires, plus ou moins complexes, où en fait toutes les décisions à très forte valeur, parfois morale, sont invisibilisées sous couvert de technique. Donc cette histoire, hein, ces grands moments, c'est effectivement la fondation de Stanford, le développement d'une industrie de la radio dans les années 1910, ensuite l'industrie des transistors, ce moment de la Seconde Guerre mondiale qui a été un moment aussi important pour tout un tas de raisons, où on a des gens de la côte ouest qui font venir de l'argent de la côte est ou de Washington. Un des enjeux pour la Silicon Valley, c'est vraiment une tradition, c'est de conserver en fait les personnes sur le territoire. Donc conserver les meilleurs ingénieurs, les meilleurs scientifiques sur la côte ouest, éventuellement en les aidant à créer leur entreprise. Et ça a été vraiment un moyen pour Stanford de faire exister une vie scientifique entrepreneuriale à partir d'elle dès les années 30 et 40. Et puis ensuite, on peut égrener comme ça la suite d'innovation, de vagues d'innovation, avec l'informatique personnelle dans les années 70, Internet dans les années 90, et puis aujourd'hui, le web de 2, 3, 4, on verra combien de chiffres, mais la colonne vertébrale, c'est celle-ci. Et ce qui est intéressant de voir, c'est d'une certaine façon, c'est un territoire vraiment en évolution démographique, parce que dans les années 20, les pointages qu'on a, c'est la Silicon Valley, c'est 300 techniciens et 80 ingénieurs. Aujourd'hui, la Silicon Valley, c'est 9 millions d'habitants et 3 millions de personnes qui travaillent directement ou indirectement pour l'industrie des nouvelles technologies.
Donc on n'est pas du tout dans les mêmes rapports, et que cette démographie, elle se retrouve en termes d'élasticité sur le territoire, puisque la Silicon Valley, c'est ce petit bout de territoire qui est pas si petit en fait. Si on a un équivalent français, ça serait plutôt entre le sud de Paris et Palaiseau. C'est en gros ça. Mais ce territoire-là, en fait, il est pris dans tout un système d'information, de production. Et d'une certaine façon, la Silicon Valley aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent d'Hollywood dans le cinéma. C'est-à-dire, c'est un centre de décision où se concentre ce qu'ils appellent, et ce qu'on appelle les talents, mais où est assez peu un centre de production. Ces centres de production, ils sont délocalisés aux États-Unis, mais aussi sur le territoire américain et aussi dans l'ensemble du monde. Le sud-est asiatique, la Chine est devenue la manufacture aussi de la Silicon Valley. Et on pourrait faire une carte géographique qui embrasserait d'une certaine façon tout le globe. Ça partirait d'Afrique et ça finirait en Afrique aussi, parce que c'est à la fois là où on trouve des minerais rares pour développer des technologies, des supports techniques, et puis c'est aussi la poubelle des nouvelles technologies bien souvent, en passant par le sud-est asiatique pour revenir dans la Silicon Valley. Et puis finalement, c'est aussi une économie et une sociologie, une économie parce que en fait les capitaux de la Silicon Valley bien souvent aussi viennent de l'extérieur, viennent des États-Unis mais aussi un peu partout dans le monde avec des fonds souverains qu'on voit apparaître depuis le Moyen-Orient, depuis l'Asie, l'extrême-orient, donc le Japon, la Corée, l'Indonésie, enfin voilà les grands pourvoyeurs de capitaux qui se retrouvent aussi dans la Silicon Valley et qui font vivre tout un tas de personnes au profil extrêmement différents. Donc on a un stéréotype qui tient plus ou moins la route, porté par des films, des séries, des documentaires, des romans, les gens même de la Silicon Valley qui se comportent parfois un peu comme leur propre stéréotype. Et puis il y a une sociologie qui est plus complexe en réalité, où la moyenne d'âge des entrepreneurs c'est plutôt 45 ans que 20 ans. Et on a des gens du monde entier qui font des tâches assez différentes, qui vont de l'avocat spécialisé jusqu'aux développeurs et aux data analystes. Voilà. Vous parlez de sociologie. Comment est-ce qu'un sociologue comme vous en vient à travailler sur un sujet comme celui-ci ? Un petit peu par effet d'opportunité et par logique de carrière comme souvent. C'est-à-dire que moi, j'avais fait ma thèse sur le cinéma comme industrie, essayer de comprendre comment fonctionne un univers de création. Et puis au moment où je terminais ce travail, c'était l'arrivée de Netflix en France, qui ouvrait, qui rentrait sur le marché français, qui ouvrait des bureaux en France, qui lançait des projets en France, qui suscitait beaucoup d'inquiétudes des professionnels de la profession en France, mais un peu partout dans le monde. Et de fait, je me suis retrouvé dans le cadre d'un postdoctorat, invité à Stanford avec pour objectif de travailler sur Netflix, ce qui avait une cohérence assez forte par rapport à mon parcours scientifique. Et puis quand je me suis retrouvé dans la Silicon Valley, je me suis aperçu de quelque chose aujourd'hui qui me semble évident, mais qui l'est peut-être pas quand on est éloigné. C'est-à-dire que la Silicon Valley, c'est quand même une forteresse où chaque entreprise se comporte comme une forteresse. Alors assez différemment en fonction de son degré de maturité, mais en tout cas les grandes entreprises. Et Netflix est une grande entreprise de la Silicon Valley, une entreprise d'ancienne génération en fait. Elle est née en 97 et à l'âge de la Silicon Valley en fait c'est très ancien. Et donc cette entreprise, si elle n'a pas intérêt à ce que vous parliez d'elle, elle va vous donner aucun passe-droit. Vous pourrez pas rentrer, vous pourrez pas faire d'entretien avec les gens, vous pourrez pas observer comment se passe le travail. Et du coup, j'ai dû renoncer à ce premier projet. Mais par ailleurs, j'ai constaté aussi que il y avait quasiment pas, ou du moins très peu de travaux en sociologie sur la Silicon Valley, ce qui était un vrai étonnement parce que c'est quand même un cœur industriel, que la sociologie du travail est quand même un des cœurs aussi de la sociologie américaine, de la sociologie tout court, et que beaucoup de grands travaux classiques, de grands auteurs, autrices, se sont appuyés sur le développement de Chicago, le développement de la région de Boston, qui est un grand hub aussi historiquement des nouvelles technologies aux États-Unis, mais que ça n'avait pas été le cas dans la Silicon Valley pour différentes raisons, alors même qu'il y a Berkeley, alors même qu'il y a Stanford, alors même qu'il y a plein d'universités, y compris une université à orientation assez marxiste de géographie à Santa Cruz, qui ont travaillé des questions urbaines, mais qui n'ont pas fait de sociologie transversale, générale, de la Silicon Valley. Donc je me suis
attaqué à ce sujet de manière un petit peu à la Silicon Valley en fait, c'est-à-dire en considérant que j'avais très peu de chances de réussir, mais que quoi qu'il arrive, j'apprendrai des choses en faisant ce travail-là. Et de fait, je pense que j'ai appris des choses et que j'ai essayé de les restituer dans ce livre que vous évoquez. Alors, votre livre, il est passionnant, il se lit très bien, il est très facile d'accès, mais il y a une chose qui m'a fasciné en vous lisant, c'est que vous montrez que la Silicon Valley, comme vous l'avez déjà mentionné, c'est un cœur industriel, c'est un cœur financier aussi, mais c'est plus que ça, et c'est aussi un modèle de société en tant que tel, avec ses propres valeurs, ses propres rationalités. Alors, est-ce qu'il est possible, peut-être brièvement, je sais que c'est le cœur de votre livre, mais justement de définir un petit peu ce qu'est ce modèle Made in Silicon Valley? Je ne sais pas si c'est un modèle au sens politique du terme, et ce qu'il faut, je crois, bien garder en tête, c'est que la Silicon Valley n'a pas d'unité politique. Au sens étatiste du terme, au sens des sciences politiques, voilà, c'est pas un État, c'est pas une région, il n'y a pas de cohérence administrative, c'est pas l'équivalent de l'Île-de-France par exemple, il y a pas ces outils, et que c'est un territoire dont la cohérence s'est faite sur un plan industriel. L'appellation même de Silicon Valley est assez tardive, hein, elle date des années 70, je dis tardive par rapport à l'histoire que je viens d'évoquer, et que certes, il y a toute une catégorie de professionnels de la Silicon Valley qui est assez bruyante, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, parce qu'ils produisent les réseaux sociaux, donc ce qui fait deux systèmes d'encodage quand même importants, et donc qui se donnent une mission politique, mais en même temps, le territoire de la Silicon Valley n'est pas du tout organisé politiquement. Et il est même plutôt mal organisé politiquement du point de vue des gens qui y habitent. Les gens se plaignent beaucoup de la mauvaise qualité des infrastructures routières, du système scolaire, des écoles publiques, des transports, même des télécommunications en fait. La ville de San Francisco par exemple est relativement mal connectée par rapport aux grandes villes américaines et aux grandes villes internationales. Par exemple, si vous regardez les villes les mieux connectées au monde, la première c'est Francfort, la deuxième ça doit être Londres, la troisième ça doit être Paris, ensuite vous avez Singapour, et San Francisco est juste la 16e. Et San Francisco d'ailleurs n'a pas été longtemps dans l'histoire de la Silicon Valley. La Silicon Valley, la capitale, historiquement, c'est plutôt Palo Alto ou San José, qui sont des villes qui ont plutôt des allures de village ou de ville, pour le cas de Palo Alto, et de villes très très banlieusardes, relativement ennuyeuses pour San José, avec vraiment un quadrillage type années 40, 50 des rues, qui sont faites pour la voiture, qui sont pas du tout faites pour les enfants, et qui sont encore moins faites pour les touristes. Et d'ailleurs, les gens ils vont jamais pour du tourisme culturel. Donc il y a une espèce de distorsion de ce point de vue-là. Et en même temps, c'est devenu un point de référence, alors technologique, ça c'est certain, culturel aussi, ce qui est relativement nouveau. Si on s'intéresse par exemple au cinéma, un des seuls films qui a pris pour objet ou cadre la Silicon Valley dans l'histoire du cinéma jusqu'aux années 2000-2010, c'est un James Bond, je crois en 86, Permis de tuer ou quelque chose comme ça, avec Roger Moore. Bon, l'histoire est assez confuse en plus, où il y a un méchant nazi post-nazi qui essaye de détruire la Silicon Valley. Mais l'objet est un peu kitsch en fait. Et il était déjà kitsch dans les années 80. Ce n'est que très tardivement qu'il est devenu un peu sexy. Alors d'abord de manière optimiste et sympathique. Si on regarde les séries, comment s'appelle-t-elle, cette série sur les geeks dont j'oublie le nom, Big Bang Theory. Big Bang Theory. Voilà, on a vraiment l'archétype du geek, d'une culture scientifique qui correspond assez bien en fait à la Silicon Valley et à ses stéréotypes. Et puis progressivement, on a une aggravation du climat, des modes de représentation de la Silicon Valley qui vont devenir de plus en plus inquiétants. Avec une opinion aussi qui se retourne, c'est-à-dire que la Silicon Valley a progressivement
était de moins en moins perçu comme un endroit où s'inventait le monde pour le meilleur, mais de plus en plus un endroit où s'inventait le monde pour le pire, avec une série de scandales dans les années, ça a commencé en fait à la fin des années 2000, quand on s'est aperçu que Google collaborait directement ou indirectement, volontairement ou involontairement avec le Pentagone. Et puis ensuite, on est suivi une série de scandales avec Cambridge Analytica, avec les Uber Files, avec les cas de harcèlement sexuel dans les entreprises, d'agression parfois sexuelle dans les entreprises, une certaine tolérance à l'égard d'un climat masculiniste, relativement toxique et plus ou moins toxique en fonction des entreprises d'ailleurs, mais en tout cas marqué par une domination masculine assez notable. Et puis des technologies quand même assez loin des idéaux présentés dans les années 60, 70, 2000, de démocratisation, d'ouverture, de décloisonnement, d'horizontalisation, de créativité, et de plus en plus plutôt des logiques de contrôle, de domination par l'environnement, par les infrastructures, des problèmes de souveraineté numérique posés d'une manière de plus en plus prégnante, et puis des logiques de prédation économique de plus en plus visibles aussi. Alors la question est de savoir si le verre était dans le fruit dès l'origine ou si progressivement il est rentré dans la pomme. C'est pas juste un mauvais jeu de mots sur l'entreprise d'Apple. Effectivement, on peut considérer qu'en fait, pour vous répondre plus directement, ce modèle de société, il tient à ça en fait, c'est-à-dire de construire des marchés à partir des nouvelles technologies et en fait associer développement du marché, nouvelles technologies à la démocratie. Qui est une idée en fait à la fois très typique et spéciale de la Silicon Valley et en même temps très américaine. C'est-à-dire si on s'intéresse aux déclarations des pères fondateurs, ils parlent d'économie, de trésor, d'indépendance. Ils placent la question de l'entrepreneuriat et des nouvelles technologies comme assez prioritaire. La question de la liberté d'expression aussi comme assez prioritaire. La liberté d'entreprendre comme assez prioritaire. Donc du coup, on se retrouve dans une histoire très américaine, très cohérente de ce point de vue-là, portée pas forcément par des Américains dans la Silicon Valley, mais qui embrassent totalement cette mission, qui n'ont pas forcément conscience d'ailleurs de se reconnaître dans cette vision très messianique des pères fondateurs. Certains le font, d'autres beaucoup moins, et en tout cas qui se retrouvent avec un rôle politique assez fort, dont le credo, donc pour être encore une fois, marché, technologie, démocratie, la figure de l'entrepreneur embrassant d'une certaine façon ces trois fondements, ces trois piliers, et la force d'une certaine façon du modèle, c'est d'arriver à la diffuser, en fait, cette idéologie, puisqu'on peut parler d'idéologie, puisque quand on utilise des applications, mine de rien, quand on va sur Uber, quand on utilise Airbnb, quand on va sur LinkedIn, quand on va sur Facebook, on devient un peu à sa façon aussi un entrepreneur ou une entrepreneur de soi, une entrepreneur de cause aussi, mais ça se fait mine de rien, ça se fait sous couvert d'une application, ça se fait sous couvert d'un service, mais de fait, on est un peu transformé en micro-travailleur qui donne des notes, reçoit des notes, transforme son espace de vie en espace de travail, transforme ses moments de loisir en une opportunité économique, se met à agir comme s'il devait faire la promotion de soi-même et de son mode de vie. Et tout ça a une vraie cohérence par rapport à l'histoire de la Silicon Valley, à la culture de la Silicon Valley, et se transforme et se retrouve un peu partout, mine de rien. Et il y a quelque chose que moi qui m'étonne particulièrement, parce que je viens du cinéma, et dans le cinéma français, le grand ennemi, très très longtemps, c'était le cinéma américain, avec des discours d'opposition très 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 forts, idéologiques, très marqués à plein de moments. Mais dans la Silicon Valley, en fait, ça se joue très peu parce que, en fait, cette domination culturelle et idéologique, elle est sociale et économique, elle est diffusée mine de rien, en fait. Et quand on voit Emmanuel Macron, la manière dont il s'est comporté avec Uber, on voit vraiment l'effet de séduction très fort qu'a un modèle sur un territoire. Et le propos serait extrêmement différent si on parlait, par exemple, de cinéma ou si on parlait
d'industrie portuaire ou d'éléments plus tangibles. Là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'immatériel, de la fascination, de la mythologie, et qui peut s'expliquer aussi, je pense, par deux choses. D'une part, par le type de technologie qui est diffusée, qui est du logiciel. Le logiciel, c'est le mystère. C'est vraiment le mystère, c'est-à-dire quelque chose qui arrive à fonctionner, mais on ne sait pas comment, et qui arrive à faire des choses, mais on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est cette figure de l'entrepreneuriat, en fait, qui a été très, très positive dans l'esprit de beaucoup de gens, très longtemps, et pas seulement dans la tête d'Emmanuel Macron, notre président actuel. Je voyais les chiffres dans les grandes écoles de gens qui veulent faire de l'entrepreneuriat ou qui s'inscrivent dans les formations d'entrepreneuriat. C'était vraiment epsilonesque à la fin des années 80, au début des années 90. Aujourd'hui, c'est quasiment la moitié des personnes. Donc, ils veulent pas forcément faire un nouveau Google ou un nouveau Uber, qui veulent bien souvent faire le meilleur des mondes. Mais en tout cas, la figure de l'entrepreneuriat, c'est vraiment, et de l'entrepreneur, c'est vraiment universalisé, et pas seulement en France, mais aussi dans de très nombreux pays, et pas seulement occidentaux non plus. Depuis le début de notre discussion, finalement, vous en parlez en permanence de cette modification du monde du travail, de l'organisation même du travail. Alors, on a eu cette espèce d'image d'Épinal de la Silicon Valley égale open space, avec une sorte de volonté de bien-être au travail. Bon, quand on passe outre ce stéréotype, en quoi est-ce que la Silicon Valley, indépendamment des nouveaux produits, des nouveaux services qu'elle a commercialisés, enfin que les entreprises de la Silicon Valley ont commercialisés, en quoi est-ce qu'ils ont permis, ces acteurs, de réorganiser, de restructurer, peut-être, alors, pour employer un terme à la mode, de disrupter le monde du travail, et pas forcément en rapport avec les nouvelles technologies ou le web 2, 3, 4.0 ? C'est une excellente question, je crois. C'est une question très difficile, en fait, à traiter. Parce que précisément, ce que fait la Silicon Valley, c'est de produire des outils qui invisibilisent, en fait, des choses qui étaient visibles auparavant. Et si on pouvait faire un peu comme chez les contes d'hiver de Charles Dickens, où on aurait un personnage comme ça qui irait chercher le héros pour l'emmener à différentes périodes de sa vie, on pourrait voir ces évolutions. On pourrait voir que, en fait, l'ordinateur et le logiciel jouent des rôles que jouaient des managers il y a 30 ou 40 ans, ou des responsables d'usine, ou des patrons, ou des chronométreurs, ou des gens dont la charge était vraiment des intermédiaires du travail, et de faire la courroie de transmission entre des opérateurs, des exécutants, des ouvriers, des manufacturiers, et puis des gens qui décident, qui ont du capital, des capitalistes au sens Schumpeter, hein. Donc ChatGPT n'est que le dernier étage de la fusée de cette dynamique ancienne. Bien sûr. Alors, en fait, il y a deux visions dans la Silicon Valley philosophiques, d'une certaine façon. La première, c'est de considérer que les outils et les nouvelles technologies, ça permet d'automatiser, de faire des tâches qu'on n'aura plus à faire ou qu'on ne peut pas faire grâce aux machines. Et ça, c'est McCarthy, qui est une grande figure historique de la Silicon Valley, qui a été recruté professeur très jeune à Stanford, venant du MIT, qui a mis en place un laboratoire d'intelligence artificielle très tôt, dans les années 60, et qui a aussi contribué à produire les grandes représentations autour de l'intelligence artificielle. C'était le conseiller scientifique de Kubrick sur 2001 Odyssée de l'espace. Et puis il y a une autre vision, c'est celle de l'extension. C'est plutôt Douglas Engelbart, qui est le fondateur de la souris, l'interface graphique, de l'email, qui est le père de la mère de toutes les démos, comme on l'appelle, 1968, dans la Silicon Valley, qui est disponible sur YouTube, un autre produit à Silicon Valley, et qui est une tradition, qui a aussi fait une partie de sa carrière à Stanford, qui a aussi fondé un laboratoire, et cette tradition-là, elle tient à considérer que les outils sont des extensions qui permettent de faire des choses différentes à partir de l'humain. C'est aussi un peu ce que disait Steve Jobs quand il dit l'informatique, c'est la bicyclette de l'esprit. On est vraiment dans cette vision d'extension des capacités, des facultés humaines. Et du coup, c'est pas du tout les mêmes mythologies, les mêmes peurs qui sont actives. Dans un cas, l'automatisation, c'est le remplacement
des petites mains par des machines, donc qui est plus une peur prolétarienne en fait. Et l'autre, du remplacement du travail. Et l'autre peur, c'est celle de la relégation. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont dans l'extension, tout le monde ne le sera pas. Et des gens vont perdre cette course-là. Et du coup, vont se retrouver à faire des petites mains de missions, de services, d'exécutants, etc. Et en fait, la Silicon Valley fait un peu les deux, mais souvent pas là où on regarde. C'est-à-dire que là où elle automatise, c'est avec du logiciel, c'est pas avec des robots. Ce qui fait que, en fait, quand on dit bureau aujourd'hui, tout le bureau, il est sur l'ordinateur. Donc là, on le voit pas, il est hors champ. Mais si vous regardez votre ordinateur, vous regardez les différentes applications, les différentes fonctionnalités, il y en a tout un tas où, en fait, elles étaient avant extérieures au bureau. Et bureau, c'est pas juste une métaphore, en fait. Ça remplit toutes les fonctions et les applications qu'avaient anciennement, dans les années 50, dans les années 60, tout un tas d'industries de communication, de publicité, de création. C'est un peu Mad Men, si vous voulez, comme univers, qui est là rapporté à l'ordinateur. Et si vous regardez les grands discours d'Apple, de Steve Jobs, etc., c'est un peu ce discours. C'est-à-dire on va donner des outils à chaque individu et leur permettre d'être créatifs et de faire sortir la création des bureaux new-yorkais qui sont des offices de management hyper hiérarchiques et nous, on va démocratiser ça. Mais en démocratisant ça, de fait aussi, ça automatise plein de choses, ça supprime plein de métiers. C'est-à-dire que les grands bureaux avec 200 secrétaires et opérateurs ont disparu de fait. Et sur l'extension, et c'est très visible dans la Silicon Valley, en fait, les petites mains sont très utiles, embauchées. Elles sont embauchées localement, elles sont aussi embauchées à distance. Et l'histoire d'Amazon, c'est aussi ça, c'est-à-dire embaucher des gens sous une forme non salariée dans des entrepôts un peu partout dans le monde, en jouant des différents trous qui existent, politiques, administratifs et fiscaux, pour permettre une activité qui soit fondée vraiment sur l'informatique, l'électronique, les moyens de communication, pour pouvoir générer le plus de capital et vendre à plus bas coût possible. Puisqu'il y a les deux en fait dans l'histoire d'Amazon, c'est à la fois la démocratie par le marché, et puis c'est aussi une histoire très très classique de capitalistique, à la Rockefeller. Donc en fait c'est les deux, ces histoires-là. Et effectivement dans le livre, j'essaie de le rappeler, mais en fait, encore une fois, c'est une histoire qui est compliquée à représenter. Et la Silicon Valley, elle est difficile à représenter aussi. Et d'ailleurs, si on fait des comparaisons entre les grands hubs ou les grands lieux de pouvoir aux États-Unis, il y en a beaucoup qui ont produit des histoires par eux-mêmes. C'est-à-dire que Washington a produit des mythologies, New York a produit des mythologies, Miami a produit des mythologies, Los Angeles a produit tout un tas de mythologies. La Silicon Valley a des mythologies, mais un peu internes, et il y a assez peu de grands récits qui permettent d'incarner ce que je viens de dire. Parce que en fait, l'histoire est très longue. Soit l'histoire est très longue, soit la géographie est très complexe parce qu'elle est prise dans des techniques, soit financières, soit technologiques, informatiques. Et ça, c'est dur à raconter parce qu'il y a un coût d'entrée en fait assez important, soit historique, soit technique. Du coup, en fait, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire raconter la Silicon Valley comme un roman. Et il y a une dimension un peu balzacienne, je crois, dans les personnages qui sont dans le livre, et c'était en tout cas une ambition d'arriver à la raconter à l'échelle de la Silicon Valley, et à partir de elle, ces histoires à elle, qui est une histoire en fait longue et qui est une histoire technique et de technique, et donc j'ai essayé de trouver des clés pour le raconter. Dans la dernière partie de votre ouvrage, vous troquez peut-être encore que votre casquette de sociologue pour celle de géographe quand même, parce que vous interrogez les transformations géographiques, urbaines notamment, qui ont été permises ou qui ont été valorisées par les acteurs de la tech et donc de la Silicon Valley. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire finalement comment est-ce que ces acteurs, comment ces entreprises, comment cette idéologie dont vous parliez précédemment ont participé et participent toujours à modifier les équilibres géographiques
soit dans les petites villes, soit dans les grandes villes, soit dans peut-être la plus grande ville, ou en tout cas la plus connue de la région, qui est San Francisco. Oui, c'est le dernier chapitre en fait, hein, et le livre est construit comme une histoire aussi, une histoire d'enchantement, c'est-à-dire il explique comment, pour un entrepreneur, des entrepreneurs, on peut rentrer, se laisser séduire par ce modèle-là, comment en même temps on doit batailler beaucoup, vivre dans un niveau de concurrence très très intense, apprendre à y travailler et à jouer du travail. Apprendre aussi à faire promotion et autopromotion via les réseaux sociaux à partir d'un certain nombre d'ancrages idéologiques. Et puis ça monte. Et puis à la fin du livre, on descend sur Terre d'une certaine façon et cette retombée sur Terre est un peu violente. Et effectivement, ce dernier chapitre s'inscrit dans la sociologie urbaine, la géographie urbaine, qui a beaucoup travaillé sur les questions de gentrification, évidemment. Et San Francisco étant un objet assez, fétiche de ce point de vue-là, et y compris pour des Français. Hein. Sonia Lehmann-Frisch, par exemple, a fait un travail remarquable depuis plusieurs années sur cette question-là. On a d'autres Français qui ont travaillé un peu une la gentrification. On a des géographes marxistes qui ont travaillé sur le cas de San Francisco. Qui est une terre de séduction, de malentendus et de très très grandes confrontations d'inégalités. Il y a assez peu d'autres territoires, y compris aux États-Unis, où il y a une telle concentration d'inégalités avec ce niveau d'acceptation sociale, parce qu'on a des choses très très baroques, très fantasques, avec des situations alors je sais même pas comment le qualifier, de désocialisation, mais aussi de grande fragilité psychologique, morale, avec des niveaux de consommation de produits toxiques très très élevés pour des raisons historiques à San Francisco, ce qui est une situation qui se retrouve pas forcément ailleurs dans la Silicon Valley, et en même temps avec une concentration de milliardaires qui est parfois de l'autre côté de la rue en fait. C'est ça qui est très frappant et je crois y compris à l'échelle d'une comparaison entre grandes villes, on trouverait pas, ou rarement cette proximité en fait entre le très très riche et le désaffilié total. Et plus la Silicon Valley c'est un endroit de nouvelles technologies. Et San Francisco, c'était une plaque d'invention des nouvelles drogues aussi. Et on voit les ravages des opiacés, des nouvelles drogues opioïdes en ce moment même, à l'œil nu, dans le centre de San Francisco, où la ville a embauché des associations pour juste réanimer les gens en leur injectant un produit le matin. Et voilà, tous les gens, il y a des ce personnel associatif qui sauve des vies. Enfin, on est vraiment dans une situation de j'ai du mal à en parler, du coup, de crise sanitaire extrêmement grave, et en fait, qui n'est pas une première pour la ville de San Francisco, qui a été la plus frappée par aussi l'épidémie de sida dans les années 80. Ce qui fait qu'on a à la fois des logiques, une culture de ça, mais aussi une tolérance, beaucoup plus que dans d'autres États ou d'autres villes. Alors, bon, la question de la gentrification, en fait, elle est complexe parce que à la fois le logiciel, ça permet de travailler de partout, et donc du coup, ça devrait libérer du territoire. Et c'est une des grandes promesses de la Silicon Valley, d'ailleurs. On va démocratiser avec l'informatique, et du coup, on va libérer le travail, et on va se libérer du lieu de travail. Mais dès les années 80, en fait, on a des discours comme ça qui disent, avec l'informatique personnelle, le bureau, c'est terminé. Et qui est un discours qui revient avec et qu'on a connu un moment important au moment de la pandémie, avec Zoom, qui est une entreprise de la Silicon Valley, qui produit un service qui est destiné effectivement au télétravail, qui a explosé. Et en même temps, la Silicon Valley reste dépendante du territoire, puisque, pour cette raison précise, que si vous êtes investisseur et que je suis entrepreneur, vous voudrez me voir si vous voulez me confier 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, et a fortiori beaucoup plus. Pourquoi vous voudrez me voir ? Parce que le travail d'investisseur, c'est pas juste de repérer des bonnes idées, c'est aussi et surtout en fait de repérer des profils et des personnalités, et de savoir lire ces personnalités. Et pour lire des personnalités, c'est pas juste lire des documents,
ça se jauge et ça se passe dans des lieux et des temps de familiarité. C'est-à-dire que on irait prendre un café, on irait déjeuner ensemble, et pendant tout ce temps de familiarité, ça sera en fait un temps de travail pour vous, pour essayer de lire ma personnalité. Est-ce que ce garçon a l'air fiable? Est-ce qu'il a l'air travailleur? Est-ce qu'il a l'air malin? Est-ce qu'il a l'air de comprendre vite? Est-ce qu'il a l'air attaché à ses croyances ou ses convictions, ou est-ce qu'il est capable de les remettre en cause? Et donc ça explique la dépendance au territoire, et le fait que du coup on ait des personnalités et des personnes et des profils sociaux qui sont extrêmement diversifiés sur un même territoire. C'est-à-dire qu'on a aussi bien les entrepreneurs qui ont réussi et qui sont devenus milliardaires parfois en très peu de temps, et puis des entrepreneurs qui sont plutôt dans une situation qui flirtent avec le niveau de pauvreté au sens local du terme. Et en fait, le niveau de pauvreté, on le rencontre très très vite. Si on a 2 enfants et un salaire à 80 000 $ par an, on est considéré comme au bord du précipice dans la Silicon Valley, parce que les loyers sont extrêmement chers, parce que la nourriture est extrêmement chère, parce que tout est extrêmement cher. Et puis il y a un ensemble de travailleurs de services, migrants, dans une situation de grande précarité, qui sont obligés de s'imposer des transports, des temps de transport extrêmement longs, extrêmement inconfortables aussi, parce que souvent ils sont ils sont vers Isbé, il faut traverser la baie, ça peut prendre 2-3 heures en fait, à l'aller et au retour. Et puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est que en fait, c'est un territoire dynamique, la Silicon Valley. C'est-à-dire que si on regarde la création des entreprises, en fait, elles ont évolué dans le temps, et avec quelques continuités, San José, Palo Alto, et puis depuis 20 ans, San Francisco, qui sont des continuités. Mais du coup, tout le monde veut être dans ces carrefours, parce que c'est là où on rencontre le plus de gens, c'est là où on rencontre des investisseurs, c'est là où on rencontre des talents, des gens avec qui on va pouvoir créer son entreprise. C'est là aussi où sont les grandes universités. Stanford, c'est vraiment sur une ligne droite avec Palo Alto. Et donc, quand on est à Stanford, on a d'une certaine façon dans l'esprit des gens la garantie de rencontrer des gens de talent, des gens qui ont une ambition, des gens qui partagent certaines valeurs, certaines façons de faire aussi. Et du coup, on gagne du temps, en fait, en évoluant dans cet écosystème. Et un écosystème aussi qui accepte aussi très bien, mais parce qu'il en a les moyens, les échecs, la faillite. C'est-à-dire que quand vous êtes entrepreneur, vous ne pariez pas forcément votre argent, c'est un investisseur qui lui-même ne parie pas forcément son argent, et du coup si ça rate, c'est pas forcément grave, puisqu'on a parié avec l'argent des autres, et on aura appris plein de choses. De toute façon, c'est une université par d'autres moyens. Pour eux, c'est un excellent modèle. Pour les gens qui n'arrivent pas à rebondir, ou pour les gens qui voient passer cet argent sans en bénéficier, ou pour les gens qui se retrouvent pris dans le rêve d'entrepreneurs sans qu'ils aient la maîtrise de ce rêve-là, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à faire les petites mains, à faire le gardiennage sur les parkings de Menlo Park de Facebook, ou à toiletter des bases de données au Kenya, là se pose une vraie question. Et de même, se poserait une vraie question de savoir est-ce que cet argent est bien utilisé. En tout cas, la concentration de richesse au sein d'un petit territoire avec tout un tas de profils extrêmement variés fait que les hiérarchies sont très fortes, et du coup la tension urbaine et la guerre symbolique est très forte aussi. Et je parle de guerre symbolique parce qu'en fait il y a assez peu de violence matérielle. Donc là, en plus en France, on sort d'une année quand même extrêmement dure, sociale, entre les manifestations, le contrôle des manifestations, la répression des manifestations, les violences policières, les émeutes. Tout ça fait quand même... Et il n'y a pas l'équivalent en fait dans la Silicon Valley, qui semble un univers assez pacifié, voire olympien. Si vous baladez à Stanford, c'est quand même extrêmement calme, on a l'impression d'être au Vatican. Et en même temps, il y a une espèce de tension qui se manifeste à travers parfois ces dernières années, des blocages, des tags, ce qu'on appelle des peintures murales qui prennent à partie les acteurs de la tech, des symboles de la tech. Il y a aussi des destructions de trottinettes électriques qui sont perçues comme un modèle de mobilité et un emblème de la tech. Il y a une opposition assez forte des riverains
plus ou moins marqué au grand bus affrété par une dizaine de compagnies de la Silicon Valley pour ramasser les salariés, pour les emmener sur leur lieu de travail. Donc en fait, il y a cette hostilité qui se voit aussi dans le cadre des délibérations municipales que j'ai pu suivre, où la tech est en fait un acteur omniprésent, mais un peu silencieux. Parce qu'on parle de la tech, on parle des employés de la tech, on parle des conséquences sur la ville de la tech, mais la tech n'est pas représentée comme entité politique. Il n'y a pas de syndicat, par exemple, de coopératives, des grandes entreprises de la tech au sein de la ville. Du coup, on est un peu dans cette situation d'entre-deux, avec des positions qui sont très très variables en fait, parce que la tech, c'est pas même si elle se revendique d'être une communauté, elle n'est pas organisée politiquement, elle n'est pas organisée socialement. Et nous, on a fait le suivi, enfin moi j'ai fait le suivi de 12 000 entreprises, il y en a à peu près 15 000 entreprises dans les nouvelles technologies dans la Silicon Valley. Et on parle tout le temps des géants, mais ces géants, c'est qu'une centaine d'entreprises. Alors, dans des entreprises qui ont plus de 10 000 salariés, la majorité, en fait, ce sont des Lilliputiens, quoi, dans la Silicon Valley, des toutes petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens ou la vision de rester durablement dans la Silicon Valley et qui cherchent à optimiser, en fait, le coût des loyers, qui voient la fiscalité, la pression fiscale vraiment comme des niches et des opportunités. Où généralement, quand on se développe historiquement, quand on était à San Francisco, on descendait parce que le lopin de terre était moins cher dans des espaces qui sont moins denses que San Francisco. Et donc la ville a fait jouer des dispositifs fiscaux avantageux pour garder ses employés dans une histoire à la San Francisco qui, on doit le rappeler, ou là à Oakland c'est la même chose, marquée par les crises. Tous les 10 ans il y a une crise en fait économique. Et ça s'est passé aussi dernièrement avec la pandémie où beaucoup de lieux ont fermé, etc. Du coup, on a un territoire comme ça qui est d'une très contrasté, de deux très soumis aux aléas économiques et de trois qui n'a pas forcément les dispositifs administratifs pour jouer la carte collective qui pourrait être jouée par exemple dans un land en Allemagne ou une région française. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de malentendus qui tissent et qui entourent cette histoire de la Silicon Valley, et c'est d'autant plus dommageable qu'effectivement elle a pris un rôle à la fois central et invisible dans nos vies. Central parce qu'on utilise quotidiennement, enfin beaucoup d'entre nous en tout cas, des produits, des solutions qui viennent de la Silicon Valley, qui sont marqués par un mode de production, un mode de pensée typique de la Silicon Valley, et qu'en même temps qui est très peu problématisé dans notre quotidien parce qu'on a l'impression que c'est rien. C'est juste un objet technique, alors que ce sont aussi des objets sociaux et politiques. Ma dernière question, elle concernera votre pratique justement de sociologue. Comment un sociologue travaille dans la Silicon Valley? Comment est-ce que vous avez fait pour vous faire accepter ou au contraire pour ne pas se faire accepter par les acteurs, donc soit les Lilliputiens, soit les représentants des grands groupes? Oui, c'est une question qu'on me pose maintenant quasiment toutes les semaines quand il y a des gens qui vont dans la Silicon Valley et qui essayent d'enquêter la Silicon Valley. Et de fait, c'est difficile. C'est très difficile même d'enquêter la Silicon Valley, d'avoir des entretiens avec des gens qui travaillent dans la Silicon Valley, de comprendre les codes, de comment ils fonctionnent, de qu'est-ce qu'il faut mettre dans la balance pour arriver à avoir des entretiens. Et bref, d'une certaine façon, jouer le jeu de la Silicon Valley. Et moi, il m'a fallu aussi du temps. Je crois que ce qui m'a servi, c'est précisément d'en avoir et d'y passer du temps et pas juste faire 2 semaines, 3 semaines ou 2 mois, c'est-à-dire d'y passer quand même pas mal de temps. Du coup, de mieux saisir les codes, les conventions qui sont assez explicites en fait dans la Silicon Valley, qui tiennent à des choses assez triviales comme être là à l'heure, mais qui tiennent à des choses plus fines comme savoir qu'un entretien c'est un troc, une rencontre c'est un troc. Et donc, il va falloir échanger des choses qui ne sont pas, bien sûr, de l'argent. Et puis, quand on est sociologue, a priori, on n'a pas beaucoup à échanger. Mais qui sont des informations, par exemple. Et que cette interaction, ça ne soit pas juste du prenant-donnant, mais ça soit aussi du donnant-donnant. Et donc ça, il faut faire ce travail-là comme un ethnologue, un anthropologue, en fait. Bon, mais en tout cas, il faut accepter de faire cet effort-là. Et puis ensuite comprendre comment se développent les communautés
là-bas, parce que c'est une histoire de communauté. Les États-Unis sont une histoire de communauté. La Silicon Valley est organisée en communautés de différentes sortes. Ça peut être des diasporas, ça peut être des communautés construites à partir des universités, l'université dans laquelle on est passé. Ça peut être des communautés de loisirs, des gens qui ont le même centre d'intérêt. Bon, Elon Musk et Mark Zuckerberg, c'est le MMA apparemment dernièrement, mais bon, il y a tout un tas d'éléments comme ça. Hein. Et quand on a une compétence technique, ça permet aussi de s'ancrer dans une communauté. Donc ça aussi, il faut le comprendre et du coup essayer de jouer des courants. Et puis il y a un tout dernier élément de lâcher prise qui est vraiment très Silicon Valley, mais qui n'est pas si lâcher prise, c'est-à-dire précisément se laisser porter par ces courants et en comprenant qu'en fait ils ont une certaine logique. C'est la pay forward attitude, c'est-à-dire on donne d'abord et puis à un moment on va recevoir. Et donc ça implique de donner du temps pour recevoir des choses. Et même chose en fait, là on retrouve la contrainte géographique. Parce qu'il faut être dans l'espace pour être dans la temporalité et on peut pas trop y échapper. Et le malentendu de la Silicon Valley, c'est ça, c'est de faire des outils qui permettent de gagner du temps ou d'échapper aux contraintes de territoire, alors même qu'elle-même, en tant qu'industrie, y est complètement dépendante et est complètement prise. Donc en y passant du temps, on comprend mieux et du coup on arrive à se déprendre des logiques de fascination, des logiques de sidération, des logiques de promesses de la Silicon Valley, et pour mieux comprendre comment elle est organisée comme une société, la façon dont elle fait société, c'est son utilité, sa logique historique et sociale. Et après, bon, c'est plus personnellement, c'est vrai que j'ai fait ce travail un peu à l'envers, c'est-à-dire que je suis arrivé là-bas, je connaissais rien et quasiment personne. J'y ai passé beaucoup de temps et ensuite j'ai fait le travail de données. C'est vrai que normalement on devrait faire l'inverse, mais par ailleurs il m'a fallu beaucoup de temps aussi pour savoir où trouver les données. Donc en fait c'est un peu une fausse idée parce que j'ai appris aussi les données à travers la Silicon Valley, qui arrête pas de produire des données, qui n'arrête pas de parler des données. Qui les présente vraiment comme le pétrole du 21e siècle. Mais les données, c'est jamais des données, c'est des produits qui ont leur logique, leur histoire, qui ont leur marché, qui est assez complexe, et sur lesquels les scientifiques sont aussi, en fait, d'une certaine façon. Et donc, il faut arriver à trouver des portes d'entrée pour rentrer dans ces données, accéder aux données, lire les données, appareiller les données pour qu'elles prennent un sens dans un discours social ou de sciences sociales qui n'est pas celui de la Silicon Valley. C'est un des grands enjeux épistémologiques de cette affaire. C'est-à-dire que l'épistémologie de la Silicon Valley, en gros, c'est Harari. C'est-à-dire un discours universalisant de très longue date dans lequel l'innovation et le récit a une place, ont des places centrales parce que ce sont des principes d'organisation. Mais ça, c'est pas la tradition des sciences sociales. La tradition des sciences sociales, c'est plutôt essayer de construire des faits qui soient dépendants à des espaces et des temporalités pour en montrer la logique spécifique et historique. En tout cas, c'est de cette tradition que je me revendique. Et du coup, il y a vraiment un clash très fort, en fait. Extrêmement fort. Qui est jamais dit comme ça, parce que les gens sont à la fois sympathiques et s'intéressent. Mais en fait, l'univers des savoirs des sciences sociales, il est quand même très très désinvesti par les travailleurs de la Silicon Valley, parce qu'ils n'ont pas intérêt, en fait. Parce qu'ils n'ont pas intérêt du tout. Eux, leur intérêt, c'est de faire des révolutions en travaillant sur des projets de 2 fois 18 mois. En présentant des solutions comme révolutionnaires et comme capables de réarticuler tous nos rapports au savoir, au territoire et à l'histoire. Et là, il y a un vrai enjeu, en fait, qui est un peu une guerre des dieux, comme disait Max Weber, mais qui est très asymétrique aussi. Et donc, du coup, je crois qu'il faut être capable de rentrer dans l'arène. Et un livre, c'est aussi un moyen d'entrer dans l'arène. Olivier Alexandre, merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur aux éditions du Seuil de l'ouvrage « La tech quand la Silicon Valley refait le monde ». Et encore merci pour ce moment.